Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Heureux de vous retrouver après l'interruption estivale. Bonsoir Nourdine Mouadib. Bonsoir Hamid. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler d'enseignement, qui est un immense problème au Maroc. Mais nous avons décidé à 2M, non pas de parler de ce qui ne marche pas, mais de ce qui marche. L'enseignement, c'est une crise océanique. Il y a un océan de crise. Mais nous avons décidé de privilégier les îlots d'excellence qui existent néanmoins. Et c'est pour ça que nous faisons appel à vous, parce que parmi ces îlots de crise, il y a l'Université internationale de Rabat, dont vous présidez aux destinées. Auparavant, si vous permettez, je voudrais vous demander quand même d'évoquer la crise en grands mots, en quelques chiffres, en quelques phrases. Merci Hamid, merci d'abord pour l'invitation, merci à 2M. Le sujet est d'actualité et si on doit résumer la crise, bon la crise elle est quand même, comme tu l'as dit, c'est un océan de crise, mais si on doit la résumer en quelques points, en tout cas de mon point de vue, il y a 3 points fondamentaux qui ont mené, je dirais, aujourd'hui à cette crise. Premier, c'est les contenus pédagogiques et on a écarté certaines matières qui formaient à l'esprit de raisonnement, bon, comme la philosophie, comme la dissertation, plus les méthodes pédagogiques qui ont évolué. Et donc, étant donné je dirais le contexte mondial, les nouvelles technologies, face à une génération qui est aujourd'hui une génération d'IT, de technologie de l'information, toute une adaptation de notre ingénierie pédagogique à cette nouvelle donne. Le deuxième point, c'est aussi quelque chose qui est arrivé, c'est la massification. Et face à la massification, donc je pense que le Maroc n'a pas été préparé. Il y a trop d'étudiants. Alors trop d'étudiants, je peux vous donner un chiffre, on est passé de 100 000 bacheliers en 2009 à plus de 200 000 bacheliers en 2013. Donc plus d'un doublement. Donc, et ça a des conséquences, des répercussions sur l'enseignement supérieur qui passe de 300 000 bacheliers. Il n'y a pas les écoles, il n'y a pas les maîtres. Il y a, donc ça, c'est des conséquences. D'abord, c'est des conséquences budgétaires, c'est de l'investissement. Il faut doubler la capacité d'accueil au niveau de l'enseignement supérieur, si je parle de l'enseignement supérieur en particulier. Il faut aussi recruter des enseignants-chercheurs. Et là, c'est le troisième point, le troisième pilier qui est la crise, c'est le corps enseignant. Aujourd'hui, donc, il y a un corps enseignant qu'il faut revoir, gérer sa formation. Je parle du primaire jusqu'au supérieur. Il y a des excellences dans les universités, dans les écoles, mais ça reste aujourd'hui quelques individualités. Il faut revoir la formation des formateurs et on va être face à un problème majeur qui va arriver dans les années à venir, c'est le départ à la retraite massif des enseignants, notamment dans l'enseignement supérieur. Et on n'a pas la relève. Donc la crise, elle est gérée, c'est une conséquence alors si on doit remonter plus loin, donc depuis le manifeste de l'arabisation de 70 de El-Fassi, donc il s'est traduit donc par la mise en place de l'arabisation, et qui ne s'est pas accompagné de toute une ingénierie pédagogique qui permet d'enseigner en arabe. Et on est allé sur un enseignement qui, petit à petit, a dérivé vers apprendre par cœur plutôt que d'apprendre à raisonner, à analyser et ainsi de suite. Est-ce qu'on veut parler directement et rapidement de l'université que vous dirigez? Alors, les chiffres. Les chiffres. Ça a coûté combien? Alors, en quelques mots, c'est un investissement de 1,2 milliard de dirhams. Donc c'est une image. Voilà. Ça c'est le bâtiment, le premier bâtiment de l'Université internationale de Rabat. C'est notre premier bâtiment fétiche qui accueille plus de 1000 étudiants, d'une capacité de 1000 étudiants. Et le coût, ça a été le coût de 1 milliard 200 000. Le coût global de l'investissement, c'est 1 milliard de dirhams. Aujourd'hui, on a bouclé pratiquement 450 millions de dirhams d'investissement, ce qui nous a permis d'avoir un campus universitaire. Un campus de 20 hectares. C'est un campus, c'est un terrain de 20 hectares sur 20 hectares, qui aujourd'hui, on est à peu près à 50 000 mètres carrés couverts, sur un total qui va être de 130 000 mètres carrés une fois le campus terminé. Capacité d'accueil? La capacité à terme, c'est une capacité de 5 000 étudiants et on commence à réfléchir à une capacité... Aujourd'hui, on est à 1500 étudiants, après 3 années d'ouverture. Il y a déjà des brevets déposés?
Alors on est à 24 brevets, ça fait partie de la fierté de l'université. Et ça c'est grâce au cours professoral qu'on a ramené un cours professoral de l'étranger, voilà, expérimenté. Et on est à 24 brevets avec aussi des contrats de recherche, dans un contrat avec le Pentagone, avec l'armée américaine, des contrats sur les microcaméras. Donc il y a une activité universitaire. C'est-à-dire c'est pas uniquement la formation, c'est la formation, la recherche et également la formation continue pour les profs, entreprises. il y en a combien? 150? À terme, 150. Actuellement, il y a 50 enseignants-chercheurs. Des profs et des chercheurs. Voilà. Alors, tout le personnel aujourd'hui, on va être à 150, mais à terme, il va y avoir 150 enseignants et tout le personnel, on sera 350 personnels dans l'université. Dites un mot, même rapidement, des disciplines, parce que c'est ça qui est original. Alors, les disciplines, ce sont des disciplines qui collent à la stratégie nationale. Donc, une école d'aéronautique automobile, navale et ferroviaire. Ça, c'est quelque chose qu'on a identifié depuis 2004 comme un besoin. Et une école des énergies renouvelables, également qu'on a identifié depuis 2004 et qui s'est et la préparation aux grandes écoles. Voilà, donc il y a les classes préparatoires qui préparent aux grandes écoles et cette année on était heureux d'avoir des très bons résultats, comme Supélec, comme Supaéro, donc au concours français. Plus l'école Hassania marocaine et l'école Mohammedia. Le ferroviaire, l'aéronautique, le spatial, le naval peut-être. Le naval pas encore, mais il est prévu. Donc on ouvre un département pour le naval parce qu'on pense qu'il y a un potentiel au Maroc de création d'emplois dans le domaine du naval, étant donné les flottes de pêche qu'on a, étant donné les bateaux gérés au niveau de Tangemad ou que ce soit le port de Casablanca ou les différents ports qui se développent. Il y a besoin de développer des chantiers navals et pour ça il faut développer les ressources humaines compétentes. Même pour les langues, vous faites original, puisque vous enseignez des langues qu'on n'enseigne pas d'habitude. J'ai noté le coréen. Oui. Alors, on a mis en place un département qui s'appelle Langue, Culture, Civilisation pour accompagner les étudiants en formation en langue et en culture générale. Et on est allé vers des langues, effectivement, qui donnent de l'ouverture dans le coréen. Donc, on a bénéficié. Combien d'étudiants en coréen? Une vingtaine d'étudiants pour le coréen. Les partenariats? Alors les partenariats... c'est encore une originalité. Voilà, c'est une originalité. Vous avez passé des contrats avec des partenariats. Voilà, et ça fait partie des clés de succès dès le départ du projet. C'est-à-dire c'était la diaspora, c'est les partenaires. Donc on a un consortium de partenaires Je vais parler de diaspora après, mais des partenariats. Des partenariats. Donc on a aujourd'hui des partenariats d'établissement avec la particularité de ces partenariats, c'est que ce sont des formations miroirs. Donc on est dans une réelle double diplomation. Les étudiants, ils ont une double inscription. C'est-à-dire un étudiant qui sort de chez vous automatiquement. Par exemple, le diplôme de Sciences Po Grenoble, ou bien, voilà. Donc, ou le SRN. Donc, il a les deux diplômes. Et on y est inscrit, ce qui est important, on y est inscrit, donc, au niveau du bulletin officiel du ministère français. C'est-à-dire que nos diplômes sont édités, ils sortent au niveau du bulletin officiel français. Alors, vous avez le partenariat avec qui? Alors, il y a des partenariats américains comme Georgia Tech à Atlanta, l'Université de Mississippi, Yale, et d'autres partenariats qui vont arriver. Et françaises, donc il y a l'Université de Nantes, l'Université de Lorraine, l'USCRN, Sciences Po Grenoble et d'autres partenaires, notamment l'architecture, J'insiste, le double diplôme est acquis. Le double diplôme est acquis et pour témoin, même le président de la République française, lors de son intervention à l'Université internationale de Rabat, l'a mentionné. Très bien. Comment l'idée est née? L'idée est née d'un constat. Et d'un constat qui est... Non, elle est née dans quelle tête? Dans quelle tête? Dans la mienne. Quand? Modestement. En 2004. En 2004, mais c'était quelque chose qui cogitait, c'est-à-dire qui mûrissait progressivement. C'était une année sabbatique? J'étais effectivement donc en Australie en année sabbatique, mais les premières lignes sur le projet, je les ai rédigées effectivement à Sydney. Et l'idée est venue d'un besoin et d'un constat. C'est qu'on voyait que les étudiants marocains qui venaient d'abord, le niveau était... Dans la région? Et j'avais fait une étude de l'origine sociale des étudiants qui étaient au Pays de Loire et Bretagne. J'étais à Nantes. Et je me suis rendu compte que plus de 90% de ces étudiants dans cette région-là étaient issus d'une couche, je dirais, aisée marocaine. Et je me suis dit, mais l'ascenseur social est en panne. C'est-à-dire, on dit l'ascenseur est en panne. Et alors, du coup, donc, je suis allé plus loin. Il y a plus de visa. Il y a un problème de visa. Donc, c'est un ensemble. Les moyens, un problème de visa. Les moyens, les visas. Et de là, donc, est partie donc l'analyse pour analyser finement et essayer de proposer de manière à ce qu'on transfère le savoir et la connaissance vers ces populations qui ne peuvent plus
ces étudiants qui ne peuvent plus se déplacer vers le savoir et la connaissance. Si Mohamed ne va pas à la montagne va Mohamed. Voilà, donc vous amenez Mohamed à la montagne. Voilà, donc j'ai convaincu l'ensemble des partenaires, d'abord mon université qui était l'université de Nantes, et après donc d'autres partenaires qui nous accompagnaient dans cette aventure, voilà, pour avoir aujourd'hui l'université telle qu'on l'a aujourd'hui. À quel moment les officiels marocains ont été impliqués? C'est l'ambassadeur. C'est l'ambassadeur Fthala Sijmassi qui, le premier, officiel marocain que j'ai contacté. Voilà, que j'ai contacté. Fthala Sijmassi qui a, dès le départ, a trouvé le projet fou. Tout simplement, il a trouvé le projet fou, mais intéressant et passionnant. Et il a participé à la première réunion de présentation de l'étude de faisabilité en janvier 2006 à Nantes, avec la présence du président de la région, le président de la chambre de commerce de Nantes. Non, c'est Hérault. Et c'était la mairie, donc Jean-Marc Hérault, qui était aussi, la mairie était impliquée dans le projet, parce qu'en partie, une partie de l'étude de faisabilité était financée par la chambre de commerce, la région et la ville. Et Jean-Marc Hérault. Et donc vous avez sollicité les Français en premier? Alors il fallait d'abord, comme je disais tout à l'heure, il y avait une première clé de succès, bon, c'est l'institutionnel. Deuxième, c'est convaincre un consortium pour accompagner le projet, pour faire un saut dans le temps. C'est-à-dire qu'on aurait des formations miroirs, ça veut dire on se met au même niveau, à un instant T, au même niveau que les universités qui délivrent ces diplômes. Donc il fallait convaincre les Français, les institutionnels, donc les affaires étrangères, donc français. Je me suis déplacé à Paris à plusieurs reprises pour les convaincre de la viabilité du projet et de l'intérêt du projet, tout en parlant de la francophonie, de la géopolitique pour la France. Et Fthala Sijmassi était observateur. Alors, Fthala Sijmassi, il n'était pas observateur parce qu'il a été actif lors de cette réunion, parce que j'ai insisté pour qu'il préside la réunion à Nantes, de manière à ce que les Français voient que l'institutionnel, que l'État marocain est présent, est impliqué. Donc il fallait mettre en confiance toutes les parties, la partie française et la partie marocaine. La partie marocaine de montrer qu'il y a un consortium et qu'il y a un appui du côté français, et la partie marocaine de voir qu'il y a un appui officiel. Et donc, c'est cette première réunion que j'appelle moi l'acte de naissance du projet, donc de l'université, parce que c'est la présentation. Et Fthala Sijmassi a suivi le projet jusqu'à ce jour, parce que même donc il demande toujours des nouvelles du projet, où est-ce qu'on en est, etc. Ensuite, Fthala Sijmassi a fait un rapport. Voilà, donc Fthala Sijmassi, dans son rôle d'ambassadeur, donc il a fait une note qui a véhiculé jusqu'aux instances, voilà, au palais. Les affaires étrangères, certainement au palais aussi, parce que par la suite, donc, j'ai eu des introductions donc, auprès du palais, auprès de Mziane Belfrère, le feu Mziane Belfrère. Donc Abdelaziz Mziane Belfrère a été chargé de suivre le dossier. Alors, c'est Abdelaziz Mziane Belfrère, donc je l'ai vu la première fois, donc il avait reçu la note sur le projet, c'est un grand monsieur. Donc et j'ai passé pratiquement une année, et je le voyais régulièrement, il challengeait le projet, parce qu'il voulait... Vous avez fait un business plan? J'avais fait un business model et un business plan, et c'est ça qu'il challengeait, parce que c'était tellement challengé dans le sens... Alors je lui disais que le business plan, voilà les normes pédagogiques, voilà les normes de construction, 1 milliard de douze qui vient. Bon, par exemple, on dit à un étudiant, il lui faut 10 mètres carrés pour l'accueillir. Lorsqu'on dit qu'il faut un enseignant pour 15 étudiants. Donc tout le référentiel sur lequel a été construit le business plan, donc il a été challengé, y compris toute la construction gérée du modèle avec un investissement, un partenariat public-privé, donc il fallait rentrer dans le détail. Et ça a duré une année de gérer pour Mziane. Et puis finalement, il a validé. Voilà, une fois, et après donc il a validé, et c'était passionnant les discussions avec Mziane, qui nous a beaucoup aidé à consolider le projet. Il y a eu un épisode partenariat français, le patronat français plutôt. Vous avez... Voilà, donc ça c'est le groupe Impulsion économique franco-marocain. J'ai eu la chance, voilà, qui était co-présidé par Mustafa Bakouli pour le côté marocain et Jean-René Fourtou du côté français. Et donc j'avais fait mon étude de faisabilité et il y a eu la création donc, du groupe Impulsion. Donc le groupe venait d'être créé et j'avais... comme j'ai eu l'occasion de connaître Jean-René Fourtou dans un autre milieu, en tout cas, je lui ai envoyé l'étude de faisabilité et tout de suite il a accroché sur, en tout cas, les chiffres que je donnais. L'augmentation des effectifs, je donnais aussi les ratios d'ingénieurs dans différents domaines, en tout cas, et ça l'a intéressé. Et il m'a demandé de rejoindre le groupe Impulsion économique franco-marocain pour l'axe formation. Et les discussions que j'ai eues avec lui par la suite, bon, d'abord il y a eu le premier voyage pour rencontrer le gouvernement marocain qui était en
2006, avant l'été 2006. Vous avez fait partie du voyage? Voilà, j'ai fait partie du côté français. Du côté français. Donc le vol, c'était un vol affrété par l'État marocain, donc tout le patronat français. Oui. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer tous les grands patrons français. De la Caisse d'épargne, Alstom, en tout cas tous les grands patrons. Et Jean-René Fourtou donc m'avait présenté à tous ces. Et c'est lui qui vous a présenté à Jto. Et c'est donc voilà, en arrivant donc au Maroc, lorsqu'on était, on est allé déjeuner donc au golf à Rabat. Et Jean-René Fourtou me présente à Jto en lui disant il a un projet fou, mais intéressant. Voilà. Donc, et c'est comme ça que j'ai rencontré aussi, j'ai eu le plaisir et l'honneur de rencontrer Cédric Jto, qui après aussi a beaucoup aidé dans la réalisation du projet. Octobre 2007, le voyage de Sarko. Là, il y a eu un cafouillage. Alors, pour la petite anecdote, j'étais au Maroc, on m'a appelé pour venir avec la délégation française. Et on m'a dit, il faut que j'aille à Paris pour venir avec la délégation. Donc j'ai pris un vol pour revenir avec la délégation française qui accompagnait Sarkozy. Et alors je suis arrivé en atterrissant à Tanger, parce qu'on l'a attendu à Tanger, parce qu'il venait faire son discours, pour venir faire son discours sur l'UPR. J'ouvre mon portable et des amis parlementaires me disent félicitations, le président Sarkozy a parlé de ton projet au Parlement. Et moi, je tombais des nues, donc je n'étais pas au courant. Donc on nous demande de rentrer rapidement parce qu'il fallait écouter. Il a précisé, il a parlé du projet devant le Parlement marocain. Devant le Parlement marocain. En tant que projet français. Et là, voilà, en tant qu'il s'est approprié le projet. Ça s'appelle un hold-up. Moi, ça m'arrangeait. Ah bon. Moi, ça m'arrangeait qu'on communique sur le projet. En tout cas, ce qu'il a fait, il s'est approprié le projet. Ce qu'il a, bon, je ne suis pas dans les secrets, ce qu'il s'est dit entre lui et Sa Majesté, mais en tout cas, je sais qu'à un moment donné, ça a discuté et que Sa Majesté, ce jour même de la visite, donc il y a eu un communiqué royal qui donnait 20 hectares à l'université au niveau de Technopolis, et c'est ce qu'on demandait à l'époque, c'était un terrain pour qu'on puisse... Qui mettait fin à l'opération Sarko. Il mettait fin, en tout cas, à une imprécision, un doute sur le projet. Et donc Sa Majesté a annoncé qu'il donnait 20 hectares. C'est grâce à Sa Majesté que le projet a pu démarrer. Bien. Le projet devait donc être financé par la CDG en particulier. Alors, j'avais sollicité les institutionnels, parce que c'est un modèle, parce qu'on peut, l'UR c'est qu'une instance, c'est qu'un exemple. Mais le modèle, c'était de développer des établissements dans le cadre des partenariats public-privé. Et je disais, il faut que ce sont des projets qui doivent être portés par des institutionnels. Il ne faut pas être porté par un individu ou une famille, etc. Et donc, j'avais identifié la CDG comme le bon partenaire pour porter le projet. Moi, je suis l'opérateur, c'est celui, voilà, c'est l'ouvrier qui allait mettre en œuvre tout ça, mais il fallait qu'un institutionnel porte le projet. À l'époque, le directeur général de la CDG n'était pas très convaincu, en tout cas. À l'époque, c'était Moustapha Bakoui, il n'était pas très convaincu donc, du projet, donc ça n'a pas avancé avec lui. Frileux. On peut dire frileux, oui. Donc il n'était pas convaincu, on peut dire qu'il était frileux sur le projet. T'es pas le seul. T'es pas le seul, il y en avait... Le patron de Hawaii aussi. Là, tu peux m'emmener sur un terrain qui... donc, oui, on avait d'autres, et l'ambassadeur de France à l'époque, qui malheureusement a beaucoup freiné le projet. Thibault Jean-François Thibault, oui, qui a beaucoup freiné le projet, malgré un appui de... Sincèrement, jusqu'à ce jour, j'aimerais bien le rencontrer pour lui poser la question. Mais au moins pour lui montrer que... Donc il y avait de la frilosité du côté de certains partenaires. De certains partenaires, mais il y en avait d'autres qui appuyaient quand même. Mais il s'est passé quelque chose de bizarre. Les trois ont été... Oui, il y a eu quelque chose. Bon, comme je le dis, tout projet, il faut qu'il ait un peu de baraka avec un projet pour qu'il puisse voir le jour. C'est Ahmed Belkacem. Bon, on peut dire que c'est Ahmed Belkacem de Blimlal, peut-être, mais pour chaque projet, il faut qu'il y ait une partie, je dirais, de cette baraka qui pousse à un moment donné pour... En tout cas, les trois sont partis. Oui, par le hasard des choses, Moustapha Bakouri donc, a été appelé à d'autres fonctions. Donc, et le remplaçant, Anas Al-Anami, en juin, je crois que c'était juin 2009, en tout cas c'était l'été 2009, qui est arrivé. Bon, quelqu'un aussi pour lequel... Et ceux qui soutenaient, c'est qui? Les croyants, c'est qui? Ah, les croyants, ils sont quand même nombreux, parce que... Alors, bien sûr, Tarassi Jmassi, Simzian Belfkariano, Cédric Jto, Salah Din Mzouar, Driss Yazami, Ahmed Khchishen, Khedrez, qui est un ami de ma région, Khalid Al-Alachi, et bien sûr Anas Al-Alami qui a remplacé Bakoui à CDG. Sans le premier chèque signé par Anas Al-Alami pour lancer le projet n'aurait pas vu le jour. Donc on peut dire qu'il y en a qui ont commencé le projet, il y en a un qui l'a consolidé, qui a géré, firmé la
pas la parenthèse, mais en tout cas qui a conçu des projets pour qu'ils puissent voir le jour, c'est Anas Alami. Mais avec date définitive, décisive, 31 décembre 2009. Oui. Vous recevez 2 chèques. Alors ça, je crois que c'est un jour qui va me marquer toute ma vie, et c'était le meilleur réveillon de ma vie. Parce que c'était le 31 décembre 2009. Je reçois donc les 2 chèques, les 2 virements. Un pour la partie gestion, pour le fonctionnement, et un pour la construction, pour lancer la construction des premiers bâtiments. Et donc c'est un réveillon que j'ai passé chez les internationale est née. Est né, donc voilà, on peut dire le 31 décembre, on peut dire ça y est, j'avais dit ça y est, le projet est sur les rails. Quelque chose d'original que vous avez fait, qui est peut-être déterminant, c'est la diaspora. En avril 2009, vous avez réuni une conférence de tous les cracks, tous les profs qu'il y a à travers le monde et qui sont marocains. Donc ce que vous avez fait, vous avez voulu que d'autres le fassent. Alors, ils étaient combien? D'abord le profil. Le profil. Alors, d'abord, je disais tout à l'heure, il y avait 3 clés de succès pour le projet. Et parmi les trois, c'est la diaspora, la mobilisation de la diaspora. Et depuis 2004-2005, j'ai travaillé. Bon, alhamdoulilah, il y a une grande diaspora très très haut niveau. Malheureusement, certains ne sont pas très connus. Alors, le profil. Alors, les profils de ces Marocains, c'est plutôt des gens qui ont plus de 45 ans. Dès le départ, j'ai dit qu'il faut que j'ai mobilisé ceux qui ont une carrière derrière eux, qui ont un réseau, qui ont une expertise, qui ont aussi donc un rayonnement à l'international. Qui ont des bouteilles. Qui ont de la bouteille, qui vont mettre en confiance les partenaires, qui vont mettre en confiance aussi au niveau interne, c'est-à-dire au niveau national. Qui n'attendent plus rien. Et qui n'attendent plus rien, dont certains de leurs enfants sont grands, sont déjà à l'université, donc qui cherchaient un challenge, c'est-à-dire on est dans la quarantaine, la fin de la quarantaine, on cherche un tournant, quoi. Et donc je leur ai vendu le challenge de cette université, et ils étaient tous réceptifs à ce challenge, et aussi le côté utilité publique de ce projet, parce qu'on voudrait que ce projet-là soit un ascenseur social, parce qu'on était nombreux à être produits de l'ascenseur social, et ouvrir cette université à des jeunes qui ne peuvent plus aller ni aux États-Unis ni en Europe pour étudier. Et on a aujourd'hui sur ce... Combien ils étaient? 250? Alors ils étaient 200, à peu près 240. Et quelqu'un qui m'a beaucoup aidé pour organiser cette journée, c'est Driss Yazami, donc le CCME qui s'est mobilisé pour donc voilà, bon, on peut ça c'est une photo que j'adore, donc avec Driss Yazami, donc devant l'université actuellement, mais Driss Yazami a beaucoup œuvré pour que cette université en tout cas voit le jour. Donc cette diaspora, juste pour rappeler cette journée, donc c'était la première fois que certains chercheurs marocains qui étaient inconnus ont pu être découverts par les Marocains. Et des gens très haut niveau. Des gens exceptionnels. Oui, il y a des gens qui sont aujourd'hui dans les... Hachem Siddiqui. Il y a Simam Sherkawi qui d'ailleurs vient d'être choisi parmi les 2 chercheurs choisis par Obama pour la partie énergie renouvelable. Il y a Mounir Roro qui a le prix IBM au niveau mondial parmi les 73 et le seul en Afrique. 73 chercheurs gratifiés par IBM. C'est lui qui a un contrat avec l'armée américaine. C'est lui qui nous a ramené le premier contrat américain. Et après d'autres qui sont venus plus tard, comme Hachimi Siddiqui et d'autres. Il y a Ahmed Baroudi qui est aujourd'hui directeur général de la SIE. Donc ils enseignent au Maroc aux mêmes conditions qu'à l'extérieur. Et ils font partie pleinement de l'université. Absolument. Donc aujourd'hui, il y a 50 Marocains qu'on a rapatriés de l'étranger, qui ont fait le chemin du retour définitif. C'est pas rien. Donc dans le dernier, il vient de George Mason, un qui vient de Finlande. Donc on est toujours dans cette stratégie-là de faire revenir les Marocains. Et le premier contrat que je leur dis, c'est former des doctorants, former la relève. De manière à ce que, à la fois pour nous en tant qu'université, mais également pour des CIME, pour d'autres établissements qui souhaitent les recruter. L'inauguration par Sa Majesté. Ah, mais une journée magnifique. 9 septembre 2010. Voilà, donc septembre 2010, c'était une journée mémorable. Voilà. Et donc à côté de Sa Majesté, c'est Anas Alami qui présente la maquette du projet, c'est Ahmed Chishin. Amina Abdelkhadra aussi qui a donc accompagné le projet d'une certaine manière. Mounir Roro, il est là. Et d'autres ministres comme Chamier ou d'autres qui étaient là. Et cette journée donc nous a permis de présenter à Sa Majesté, parce qu'on était très honorés.
Non seulement ça, parce qu'au départ, il devait venir juste, on devait présenter des posters, et à la dernière minute, on nous a dit de faire une présentation orale à Sa Majesté, et on était très, très honorés donc, de faire cette présentation, et Sa Majesté donc s'est installé, donc il nous a écouté, lui exposer le projet, on nous a dit il est là pour 20 minutes, parce qu'après il devait prendre un avion pour aller aux États-Unis, et finalement il est resté presque 1 heure avec nous. Vous avez présenté des projets? On a présenté, donc présenté général, plus des, ça, c'est quoi? Voilà, des choses qui l'ont fait, qui l'ont en tout cas intéressé, c'est les brevets, parce qu'on avait des brevets et on avait beaucoup négocié avec la sécurité royale pour qu'on puisse lui présenter ces brevets. Donc là, c'est quoi? Alors ça, c'est le chauffe-eau solaire. Donc ça, c'est on produit 300 litres d'eau chaude avec ça et avec un système de capteur, donc qui permet de traquer le soleil et pour maximiser la production d'eau chaude. Ça, c'est le lampadaire solaire. Donc c'est qui fonctionne à base de LED et qui est automatique. La nuit, il s'allume, le matin, il s'éteint et il stocke de l'énergie pendant la journée. Et on lui avait présenté tout ça, on lui avait fait une démonstration. Et à un moment donné, il avait enlevé ses lunettes pour regarder si c'est ça. Et en tout cas, pour nous, c'est plus tard. Ça, c'est après. Et ça, c'est un cube solaire avec des Coréens, Jusong. Pour ne pas les nommer, je suis désolé, mais en tout cas, c'est un projet de recherche. C'est la maison de demain. C'est un salon de 25 mètres carrés qui fonctionne en autonomie d'énergie. Toutes les façades sont des façades donc à base de cellules photovoltaïques qui captent l'énergie, qui la restituent en électricité. Et c'est ça qu'on voudrait développer au niveau de la recherche, c'est avoir des maisons qui fonctionnent, en tout cas que 50% de leur consommation énergétique soit reproduite tout simplement par les façades. Il paraît que Sa Majesté a été très surpris agréablement. Il aurait même employé le mot bijou. Je te laisse le mot, mais en tout cas, moi, je peux dire que j'ai retenu de la visite de Sa Majesté, en tout cas l'échange qu'on a eu, c'est un point important qui lui tenait à cœur, c'est les étudiants africains. Donc les étudiants africains, donc c'était une de ses premières questions, et bien sûr ses encouragements pour donc réaliser ce projet-là tel qu'on lui a présenté, parce qu'on lui a présenté, je dirais, un projet, et je pense qu'aujourd'hui on est dans c'est-à-dire on a atteint nos objectifs. Vous souhaitez qu'il y ait plus d'étudiants africains avec des bourses pour les Africains? Absolument, et donc il nous a posé la question, il nous a en tout cas encouragé à accueillir donc les étudiants africains, et je vous dis ça date de 2010. C'est vrai que l'actualité aujourd'hui, mais je pense qu'il avait profondément un souci d'ouverture vers l'Afrique. Vous avez une autre visite de marque? Ah oui. Hollande. Donc, voilà. Donc ça, c'était cette année. Donc on a eu l'honneur et le plaisir, en tout cas l'agréable surprise aussi, d'avoir la conférence donnée aux étudiants par le président Hollande. Il était bluffé. Son discours, absolument, son discours était, voilà, son discours, nous on s'attendait à ce qu'il parle de la jeunesse, voilà, le printemps arabe, etc. Il a parlé que du modèle de l'UIR, et comme modèle innovant, qu'il faut aller vers ça, et la double diplomation. Et je pense que le modèle aussi l'a passionné, il l'a séduit. Parce qu'il a posé plein de questions avant qu'on rentre, donc avant qu'il donne sa conférence, pour des précisions sur le modèle, et il était surpris qu'on ait réussi à faire ça au Maroc. Cette année, la première promotion. Combien? Alors, 170 étudiants, c'était la première promotion qu'on a accueillie dans les qui ont du boulot tout de suite. La plupart terminent dans des masters parce qu'il y a la plus grande, et d'autres, et bien sûr ceux qui terminent le programme grandes écoles, oui, parce que c'était une promotion de 15-16. Juste une petite anecdote, on a une dizaine d'étudiants qui aujourd'hui ont été sélectionnés par Disney pour aller passer une année à Disney pour travailler à Disney, à Orlando. Disney au niveau international, mondial, il recrute des étudiants après des tests, et on a eu un gros contingent marocain, qui est celui de l'UIR, et on était très contents et satisfaits et rassurés. C'est vrai que nos étudiants sont bien formés pour être sélectionnés. Combien coûte un étudiant par an? Alors, le coût de scolarité, parce que le coût de l'étudiant, il est plus cher. Le coût de scolarité, c'est 70 000 dirhams, sachant que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'ascenseur social, nous, on donne 30. Aujourd'hui, on est à 30%. Sur les 1500, il y a pratiquement 500 étudiants qui bénéficient d'une gratuité totale au parcelle. Les autres, c'est payé comment? Selon le revenu? Selon le revenu. C'est-à-dire que les gens, en tout cas les candidats qui posent une demande de dossier de bourse, les dossiers sont étudiés par une commission, ici en fonction des revenus des parents. Bien sûr, d'abord les critères académiques, et ensuite les critères sociaux, donc en fonction des revenus des parents. Et donc il y a 30% qui sont gratuits. Qui sont gratuits. On est aujourd'hui pratiquement 500 étudiants.
nos premiers lauréats, en tout cas de ces bourses, ont intégré, je vous disais tout à l'heure, des écoles comme Supélec, comme Super-Héros, des grandes écoles françaises, des jeunes qui n'auraient jamais pu intégrer ces écoles. La parité, filles, garçons. Alors, la parité, donc, on a plus de filles, d'étudiantes que de garçons. On a 55% de filles et 45% de... Ah oui, ça c'est une photo qui est prise dans le labo, oui, dans le labo des TP, des classes préparatoires. Donc là, on voit bien qu'il y a pratiquement plus de filles que de garçons. Et au niveau du personnel, on tient aussi à la parité, donc à la dimension genre. Il y a pratiquement 46%, ce sont des femmes, des femmes, et le reste, c'est des hommes. Donc on est vraiment pratiquement à 50%, on est dans la parité. Quelle est votre opinion sur l'équivalent? On peut faire des écoles de ce genre? Absolument. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un modèle. C'est-à-dire qu'au-delà de l'UIR, c'est un modèle qui est reproductible et qui est instanciable. Reproductible? Reproductible. Parce qu'aujourd'hui, on est dans le cadre d'un partenariat public-privé. Donc d'abord, il y a le modèle de montage, donc il est reproductible. Et après, le modèle académique, il est également reproductible. Et puis la caution politique. Absolument. On ne peut pas réussir de tels projets sans qu'il y ait un appui institutionnel clair et important. Parce que ce sont des projets d'utilité publique qui nécessitent des investissements lourds et qui épousent aussi donc une stratégie nationale. Et on ne peut pas demander à un simple privé, personne ou famille, etc., d'investir, donc des investissements relativement lourds. Je prends l'exemple des investissements dans le domaine de l'aéronautique et pour les énergies renouvelables. On va être à 10 millions d'euros d'équipement. Bon, quel privé va mettre 10 millions d'euros dans des investissements pédagogiques? Voilà. On va passer à votre itinéraire, mais une question quand même qui me tracasse. Combien de temps il a fallu de votre temps pour préparer tout ça? Des années? De 2005 à 2004 jusqu'à 2010. J'ai réussi à convaincre Vous ne travaillez pas? Non, j'enseignais à Nantes, mais j'ai réussi quand même à avoir un part-time, comme on dit. Oui, mais vous n'aviez aucune ressource. Combien ça vous a coûté tout ça? Vous payez de votre poche? Oui, tout le début du projet jusqu'à 2010, j'ai payé de ma poche. Oui. Combien? Vous avez fait un calcul? Oui, parce que c'était après comptabilisé, c'est 4 millions de dirhams. 4 millions de dirhams? 4 millions de dirhams, toutes mes économies, toutes mes... Votre famille était contente? Ma femme se posait des questions, elle disait que j'espérais que... Voilà, elle me dit, j'espère que tu sais ce que tu fais. Donc, mais alhamdoulilah, bon, l'essentiel c'est le résultat. Et vous avez des bureaux? Ah, non, je faisais mes réunions pendant plusieurs années dans des cafés. Pendant des cafés, je payais plein de cafés aux personnes qui m'accompagnaient, je recevais. Donc vous n'avez pas de bureau? Mais après, j'ai eu les 16 amis qui m'a donné un bureau au CCME et Simziane qui m'a donné la protection. C'est-à-dire le fait d'avoir un bureau à côté du sien. Voilà, il m'a donné donc un bureau à la COSEF. Et comme je lui dis un jour, je lui dis, vous m'avez donné donc l'Himaya. Et il a rigolé. Parce qu'il a protégé plutôt le projet. Donc, ce qui s'est posé. Sinodine, on va parler de votre itinéraire. La partie que j'ai. Donc vous êtes né le 13 mars 61. Oui. Du côté de Dar Oulad Zidoh. Absolument. C'est dans la province de Fredou Salah. Ce Dar Oulad Zidoh est célèbre pour quelque chose. Oui, alors pour la petite histoire. La grande histoire. Non, mais voilà, c'est la grande histoire. Oui. Peut-être que les gens ne la connaissent pas. C'est que Hassan Ier revenait de Marrakech, était malade ou blessé, et il est décédé à Dar Zidoh. Et pour ne pas annoncer son décès à Dar Zidoh, parce qu'ils avaient peur de... Donc ils l'ont ramené jusqu'à Rabat, debout sur son cheval, en mettant on a caché sa mort et en le tenant debout donc sur son cheval pour rentrer sur Rabat. Et voilà, donc, et Dar Zidoh qui était une caserne. La famille, c'est une tribu makhzen qui s'adonne à l'agriculture. Oui, tout à fait. Donc, la région arabe Timbak, oui, tout à fait. Une particularité, le père a fait des études. Alors, mon père, parmi ses frères et sœurs, donc, il était le seul à avoir étudié. Donc, il a fait la ferme école de Nimnal à l'époque, qui est devenue après les lycée Mohamed. Et il a eu donc à l'époque son brevet. Voilà, donc il a eu le brevet. Il a été instit dans le sud. Alors il a été envoyé à l'âge, je crois, de 15 ans comme instit dans le sud. Voilà. Après, donc il est passé. Ils avaient besoin d'interprètes au niveau du ministère de l'Intérieur, donc dans les. Et il a terminé Khalifa. Voilà, il a terminé Khalifa. La mère est une cousine. Voilà, du père, oui.
blonde aux yeux verts. Oui, c'est une famille de blondinés, comme je leur dis, donc avec des yeux clairs, donc vert et bleu. Aïcha Haddad. Hachad. Hachad. Aïcha Hachad, oui. Le nom est important, on saura pourquoi. Oui. Bien. Alors la fratrie, c'est pas que là, vous êtes nombreux. On est 6. 5 garçons, une fille. Oui. Alors, je peux... On va signaler rapidement. Oui, il y a un oui, médecin. Oui, il y a l'aîné, il est médecin à Casablanca. Le deuxième, il est donc à Bimradef. Il a le quatrième qui est professeur à Caen. Le dernier, Youssef, qui est directeur financier d'une société marocaine. Et donc voilà, et la sœur qui travaille à Blimnel, à la mairie de Blimnel. Mais tout le monde a fait les études, et les études c'est sacré. Absolument. Pour le père, Allah yarhamou, donc il y avait un seul conseil qu'il nous donnait, donc Qra'ou. Et c'est-à-dire c'était vraiment son message. Oui, mais l'adjudant, c'était la mère. C'est la mère qui veillait, parce que le père travaillait tellement, donc il était très pris par ses fonctions. Et c'était la mère qui veillait donc à l'éducation des enfants. Et bien sûr, comme toute mère au foyer de l'époque, elle tenait les... Oui, mais le père et la mère, c'est un couple. C'est un couple avec beaucoup d'affection. C'est un couple... Il y a de la complicité, de l'affection. Absolument, il y a la complicité, oui, absolument, tout à fait. C'est le déjeuner sur l'herbe. Oui, absolument, c'était vers Ifrane, en allant passer un week-end à Ifrane. Oui, il est magnifique. Mais beaucoup d'affect entre eux. Tout ça pour dire enfance heureuse. Alhamdoulilah, oui, on a eu une enfance heureuse, une famille modeste et moyenne, mais en tout cas heureuse, alhamdoulilah. Un cabanon à Mohammedia. Oui, le père était très moderne à l'époque. Bon, on avait donc la famille donc, avec d'autres oncles, etc. Donc la famille avait acheté 3 cabanons, le père avait acheté un cabanon à Mohammedia. Et vacances utiles Oui, donc on allait aussi à Ouladi-Ish, pour irriguer des betteraves ou la pastèque, le champ de pastèque. Et oui, tout à fait. Donc le nom, c'est pas n'importe quoi. Oui. C'est un nom chargé. Alors la mère, le père c'est Oulad Srer, la mère Oulad Kbir, et on a tranché par Mouaddib. C'est le père qui a fait le choix. C'est le père qui a fait le choix parce que Mouaddib qui signifie l'éducateur. L'éducateur. Oui. Donc le père, lorsqu'il a voulu faire le livret de famille, donc à l'époque, c'est le protectorat, vous lui avez demandé de choisir un nom. Et il a choisi donc le nom Mouaddib pour l'ensemble de la famille, c'est-à-dire au sens large. Mes cousins, Kouloum, il s'appelle aujourd'hui tous, il s'appelle Mouaddib. Il y a une famille Mouaddib en Tunisie, Meddeb. Oui, tout à fait. Mais à l'époque, les Français proposaient une liste de noms. Oui. Et les gens devaient choisir, voilà. Notre ami Abdel Meddeb, par exemple, oui. L'école primaire Oui, à Tedla, oui. J'ai fait mon CP à Tedla. Il y a une photo. On a passé beaucoup de temps à Tedla. C'est le 4e à partir de la droite. C'est le 5e. Je suis 5e à partir de la droite, oui. Le gosse tout mignon. Donc voilà, ça c'était la classe de CP. C'est à Tedla. C'est à Tedla. Mais l'école est quand même moyenne. Les fugues. Le primaire, oui, je l'ai passé moyen. C'était pas une scolarité exceptionnelle. C'est plutôt après, à partir du collège, donc voilà, il y a eu le réveil. Et le réveil, le prof français a joué un rôle, non? Le collège, il y a eu un déclic, l'environnement. Donc les coopérants ont joué un rôle important dans notre formation, comme à l'époque il y avait l'école bilingue, donc les maths, la physique. Et on a eu à l'époque collège, ça s'appelait le collège Castor, donc c'est un cabinet. C'est du Hassan II après. Et après je suis allé terminer donc, au lycée Hassan II, où j'ai eu mon bac. Et après, je suis venu en France. Quelque chose de particulier au collège, c'est la maison des jeunes. Alors oui, tout à fait. Donc à la maison des jeunes, qui nous a sauvés. Parce que la maison des jeunes jouait un rôle assez important. Elle était couverte et on avait une salle couverte. C'était une des rares villes au Maroc à l'époque qui avait une salle couverte, polyvalente. On avait une piscine de la ville. Donc en tout cas, l'équipe de l'époque qu'on avait misé sur la maison des jeunes, sur la culture, en fait, sur le sport, pour canaliser les jeunes. C'est le basket. C'est des photos. Oui, je suis là. Donc ça, c'était les jeux scolaires. On jouait contre l'équipe de Meknès.
qui nous ont foutu la raclée d'ailleurs. Mais à l'époque, en tout cas, c'était les jeux scolaires de basket. C'était l'équipe de basket. Il y avait aussi le ping-pong. Oui, alors on avait initié la première équipe de ping-pong à Blimnel, qui est devenue aujourd'hui, je crois que c'est la meilleure équipe de ping-pong au Maroc, et qui a donné plusieurs équipes à l'équipe nationale. Et voilà, ça c'est, bon, je suis là. Et on a eu la chance, il y avait des entraîneurs chinois qui faisaient le tour du Maroc, et ils sont restés avec nous, ils nous ont entraînés, et nous ont appris à jouer au ping-pong. Et ça a donné une histoire, ça a donné une équipe aujourd'hui de ping-pong qui est parmi, je crois que c'est la meilleure équipe aujourd'hui de ping-pong au Maroc. Le bac en 1980. Oui. Sciences, maths, une prépa. Il y avait le choix entre l'IOT et la France. Et la France. Donc je suis parti en France. Vous choisissez la France. Oui. Et vous ne choisissez pas n'importe quelle ville, c'est Poincaré, lycée Poincaré. Nancy. À Nancy. Que je ne connaissais pas du tout. Mais bon. Pour le voyage, pour payer l'avion, c'est la mère qui a vendu le bracelet. Oui. C'est bien ça? Absolument. 6 000 dirhams. Absolument. Et vous avez pris l'avion. Absolument. C'est la première fois, j'imagine. Là, c'est l'anecdote, elle est quand même historique pour moi et qui m'a marqué, je vais raconter aux petits-enfants, j'espère un jour. C'était la première fois d'abord que je quittais le Maroc. Bon, oui. À l'époque, il n'y avait pas comme aujourd'hui, les jeunes voyageaient plus facilement. Vous n'avez jamais pris l'avion? J'avais jamais pris l'avion, ni le train, ni le bus, ni le tramway, ni le métro, ni quoi que ce soit, ni aucun moyen de transport par le bus, le car, comme on disait, pour venir à Casa. Et ce jour-là, donc, j'ai pris tous les moyens de transport que j'avais jamais pris de ma vie. D'abord, je prends l'avion. J'arrive à Paris. Avec une valise, j'imagine. Avec une grosse valise que ma mère m'avait préparée, une valise verte, je me rappelle, très verte et en cuir. C'était les valises de l'Hajj à l'époque, qui étaient énormes, donc je ne pouvais pas en porter. Il n'y avait pas les roulettes non plus à l'époque. Et j'arrive à Paris, alors déjà pour savoir où il faut que j'aille chercher ma valise, etc. Donc c'était tout un. Donc je suivais, donc comme un. Voilà. J'étais un peu perdu, mais je suivais les gens. Et l'escalator. L'escalator, la première fois que je prenais un escalator, donc ça peut paraître aujourd'hui, je dirais. En tout cas, lorsque je sors, je ne savais pas comment aller à la gare de l'Est. Parce qu'il fallait à la gare de l'Est pour prendre le train pour aller à Nancy. Et je suis resté dehors pendant pas mal de temps. Et il y a un Algérien qui faisait. C'est un éboueur, donc qui nettoyait les trottoirs. Et je crois qu'il m'a observé et il est venu me voir. Et il m'a dit Finraya. Alors je le regarde, je lui dis ah non si. Il me dit il faut, moi il m'explique, il me dit il faut prendre la navette. Et donc il fait signe comme ça, la navette. Et moi je regarde, bon le mot navette c'est la première fois que je l'entendais, j'ai dit mais navette ça veut dire c'est une navette spatiale. Donc j'ai dit mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je fais tourner ça dans ma tête, j'attends et après il revient vers moi. Il voyait que je ne bougeais pas, il m'a dit mais qu'est-ce que tu attends? Je dis, bon, il a vu que j'étais un peu perdu, il m'a dit, mais la navette, elle est là. Donc, alors, il fait signe, il y avait un bus, parce que lorsqu'il a fait signe avant, il n'y avait pas de bus qui était à l'arrêt. Et donc, je vois qu'il y avait un bus, et donc, j'ai compris que la navette voulait dire le bus qu'il fallait prendre. Et voilà, j'ai pris le bus et puis, t'es arrivé jusqu'à Nancy. Je suis arrivé à Nancy à 4h du matin, alors je suis arrivé à 15h à Paris, et j'ai raté tous les... Et j'ai pris le dernier train de... C'est un film de Charlot. Oui. En plus, j'avais pris à l'époque le train de minuit qui était plein de bidasses, qui partait en Allemagne dans les casernes. Et donc les premiers mois, c'est la mouise. Les premiers mois difficiles, ça c'est clair. Donc c'est très difficile. Ni logement, parce que personne n'attend. Non, qu'est-ce que ça frappe le plus chez les Français? Ce qui m'a frappé, c'est au début la scolarité, lorsqu'on a commencé l'année scolaire. Donc l'individualisme des... Oui, c'est-à-dire que lorsque, j'étais à Blimnel, au lycée, donc on s'entraidait, on sortait au niveau du champ d'Olivier qui était à côté du lycée, on pouvait aider quelqu'un à travailler, si on rate un cours, l'autre. Et je suis arrivé donc en classe prépa, mais alors il n'y avait pas du tout ça, donc chacun pour soi et Dieu pour tous, et même donc chacun donc caché, en prenant des notes pendant le cours. Et ça m'avait choqué. C'était un choc culturel. Bon, les études, ça c'est le bulldozer. Voilà, vous avez tout fait. Voilà. La licence, la maîtrise. Maîtrise de A, thèse, doctorat, et après une habilitation à diriger les recherches. Voilà, tout ça rapidement, jusqu'en 95. Jusqu'en 95, oui. Et vous avez fait beaucoup de cours privés pour toute vos scolarités. Alors oui, j'étais en classe prépa, j'ai eu la chance de rapidement de donner des cours et donc rapidement j'étais autonome pratiquement financièrement. Déjà la bourse à l'époque était assez conséquente parce qu'à l'époque le dirham était plus fort que le franc. Donc on vivait assez bien avec la bourse. Et l'OMS. Et alors l'OMS est venu en 86, donc j'étais expert. Voilà, donc j'ai eu la chance de travailler. J'ai fait un stage
au centre informatique du CHU de Nancy, et qui avait un contrat avec l'OMS. J'ai travaillé avec eux, et le résultat, en tout cas, du travail, on m'a demandé d'aller le présenter à l'OMS, à Genève. Et après, donc, voilà. Vous engagé. Voilà, c'était après. Je suis devenu conseiller scientifique de l'OMS pendant une dizaine d'années. $6 000 par mois? Oui, je gagnais bien ma vie à l'époque. Voilà. Donc, pour quelqu'un qui terminait une thèse, c'était pas mal, oui. Là, c'est une rencontre qui vous a marqué? Alors oui, professeur. Alors ça, c'était à Washington. C'était une conférence sur la logique floue. Et ça, c'est un grand monsieur là. La logique floue. Alors, la logique floue, alors on a la logique classique, c'est le boolien, c'est 0 ou 1. Et la logique floue, c'est de dire que je peux te donner entre 0 et 1. Par exemple, dire un élément appartient ou n'appartient pas. Je dis un élément appartient à un ensemble avec un degré entre 0 et 1. Par exemple, on dit, est-ce que cette personne est jeune? On ne peut pas dire oui ou non. On dit oui, donc on va nuancer, on va dire. C'est la logique floue. Voilà, c'est-à-dire c'est de pouvoir graduer, donc et de ne pas être dans le binaire 0-1, mais de graduer plutôt l'approximation. Et donc ces messieurs-là, donc qui était un des sommités mondiales dans Feldman, donc et qui était un des créateurs de cette logique floue. Donc lui, Izadeh, l'autre Izadeh qui est à Berkeley, et là donc on était à la conférence, à un congrès, et je discutais avec lui. Voilà. La politique ratait, comme disent les Algériens, indifférence. Oui, c'est-à-dire, c'est-à-dire, j'étais pas du tout branché dans le militantisme. Mais la politique s'est intéressée à vous. Voilà, donc à travers l'oncle. Voilà, donc la politique, si on peut dire ça, mais en tout cas, un problème m'a été imposé, quoi. Pas été imposé, mais en tout cas, m'a concerné, qui est celui de mon oncle qui était à Tazmemert. Et dès que j'étais parti en France, c'est le capitaine Hachad qui a participé au deuxième coup d'État. Au deuxième coup d'État. Donc, qui était dans le deuxième coup, fait partie en tout cas des militaires qui ont été condamnés lors du deuxième coup d'État, qui étaient condamnés à 20 ans. Et là, je suis allé en France, donc j'ai commencé à parler de Tazmemert. Et à l'époque, bon, tout le monde était fermé, y compris les partis politiques, étaient fermés donc à entendre parler de Tazmemert. Et plus tard, donc avec d'autres familles, on avait porté plainte contre l'État marocain pour un non-respect des droits de prisonniers. On ne mettait pas en cause la décision de la justice, mais tout simplement le droit de prisonnier. C'est-à-dire que ces gens-là aient leur droit de prisonnier, leur droit aux soins. Et on avait pris un avocat français qui était maître Céleste Larivière, avec la complicité de Christine Dor-Sarfati, qui a organisé la rencontre. Et j'en avais déposé une plainte à l'époque contre l'État marocain. Et finalement, ça s'est bien terminé, puisqu'il a été libéré en 91. En 91. Et entre les deux, donc j'avais aussi contacté la Human Rights Watch aux États-Unis. On le voit là. Voilà, il est là. À gauche. Donc, à gauche, donc, Hachad Salah, donc, mon oncle, qui était pour nous, en fait, un symbole de réussite dans la famille. Parce que il venait au-dessus de Bimilal faire des... Oui, lorsqu'il était donc, dans la base, que ce soit Marrakech ou Meknès, donc parfois donc, il venait faire des youpies avec son avion au-dessus de sort de l'ADH. Donc tous les gens de l'ADH le connaissaient. Et, voilà, donc c'était l'enfant fétiche de l'ADH. La vie familiale, vous êtes marié? Donc voilà. Elle est médecin, votre femme. Voilà, mon épouse est médecin et donc j'ai rencontré à Nantes, donc par un pur hasard des choses. En tout cas, j'ai rencontré à Nantes et voilà. Elle s'appelle Houda. Elle s'appelle Houda. Et vous avez deux enfants. Deux enfants, Reda et Inès. C'est 10 ans pour Inès et Reda 6 ans. 6 ans, oui. Voilà. Il y a quelque chose que je voudrais évoquer à la fin de cette émission, c'est le choc que vous avez subi à 25 ans. Parce que vous avez découvert quelque chose de très important pour vous. Vous avez découvert que votre père avait fait faillite. Oui. D'abord, je vous montre la photo du père, qui est impressionnante. Oui. C'est Abslam. Voilà, c'est Abslam. Donc, racontez, parce que c'est très révélateur de l'esprit familial. C'est toujours un peu compliqué de parler de ces histoires-là, mais rapidement, en fait, moi j'étais en France et j'étais appelé... 25 ans. Oui, 25 ans, donc j'étais appelé par mon frère, donc Blimnal, pour me dire que le père, il a eu une saisie donc, de la maison où il habitait pour des prêts qu'il avait contractés auprès du Crédit Agricole à l'époque. Et pour moi, c'était une douche froide parce qu'on ne s'est jamais posé la question comment il finançait nos études, etc. Mais au fait, tout simplement, il empruntait. Et comme il avait une petite exploitation, donc il empruntait comme, voilà, il utilisait cet argent.
Il y avait un peu plus au fait que 30 000 dirhams, mais il fallait tout de suite pour bloquer la saisie envoyer donc une certaine somme, je ne me rappelle plus, mais je crois que c'était moins de 30 000. Donc il empruntait l'argent en cachette, en secret, pour financer vos études. Voilà, tout à fait. Et vous ne saviez pas. Et nous, bon, on ne se posait pas la question, c'est-à-dire de venir l'argent, c'est-à-dire voilà, on allait étudier, etc. Et là pour moi c'était un choc et en même temps c'est quelque chose qui m'a rassuré. Une révélation. Une révélation, je dis c'est un père honnête. Oui. Et pourtant, il était un poste où il aurait pu se faire de l'argent à l'époque, Khalifa à l'époque. Il aurait pu faire l'argent qu'il voulait. C'est la preuve qu'il n'était pas corrompu. Eh bien oui, parce que moi, à la fois, j'ai été choqué pour lui, ça m'a fait de la peine énormément pour lui, pour la famille, parce que, bon, Khalifa, j'ai saisi, c'est quelque chose qui était, pour la famille, pas très facilement gérable et honorable. Mais pour moi, c'est ce que je disais à mes frères, je dis, mais au moins, on sait qu'il était honnête. Qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai tout fait pour effacer toute son ardoise. Et acheter une maison pour la famille. Et construire une maison donc pour la famille, de manière à ce qu'il quittait sa retraite, il avait sa maison, voilà, et qu'il ne manquait plus de rien. Il disait, je ne vous ai rien laissé. Oui, il m'a dit ça, et je lui ai dit, tu as laissé des hommes. Et ça l'avait, voilà. Bon. C'est une très bonne fin. Merci. Merci, Senoddine. Merci, Hamid. Nous allons maintenant vous infliger un petit jeu qui s'appelle l'autoportrait chinois. Senoddine, on va vous infliger un petit jeu qui s'appelle l'autoportrait chinois. Si vous étiez un animal. Poisson. À cause de la date de naissance. Voilà, je suis poisson et j'aime bien nager dans les eaux claires. Ah. Un arbre. Pommier. Un lèche. Pourquoi? J'adore les pommes. Ah, bien. Une fleur. Ah, la rose blanche. J'aime la paix. Oui. On imagine un bouquet de mariage. La paix. Une période historique. La révolution industrielle. Début du XXe siècle. Absolument, tout à fait. L'explosion des découvertes. Oui, l'explosion des découvertes qu'on continue à avoir d'ailleurs aujourd'hui. Une époque historique au Maroc. L'indépendance. L'indépendance, la construction du pays. C'est-à-dire tout un... Récupération et construction de l'État. Oui. Fonder une nation. Un grand homme. Mzien Belfré. Abdelaziz Mzien Belfré. C'est Abdelaziz Mzien Belfré. Bravo. Beaucoup de Marocains doivent partager cette opinion. Je pense. C'est une grande dame. Ah, Aïcha Chna. J'adore. Je la connais pas. Mais j'adore ce qu'elle fait. Beaucoup de Marocains doivent partager ce soir. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est une femme de cœur et militante. Une région du Maroc. Ça va de soi, c'est la région de l'Asile El Blimlel. Une ville. Rabat. Ah, quand même. J'adore la ville de Rabat, parce que c'est une ville verte, encore à échelle humaine, parce que pas comme Casa. Un péché. Le travail. Ah. Marié avec. Oui, depuis longtemps. Une vertu. Le travail. Merci beaucoup. Merci, Habib. Il vous reste à poser la question. Ah. Votre question. Moi, j'aimerais bien poser une question à tous mes compatriotes marocains, une question toute simple. Quel Maroc vous voulez demain? Je pense qu'on doit se poser cette question-là et préparer donc le Maroc de demain. Quel Maroc on veut demain? Quel modèle de société? Merci beaucoup. Merci Senoddine. Habib. Merci madame, merci monsieur de nous avoir suivis. Vous pouvez nous écrire, envoyer vos remarques, vos critiques. Vous connaissez l'adresse, mais encore, 2m.ma. Bonsoir.